On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on vous présente à nouveau des candidats dans le comté d'Iberville. Dans quelques instants, on reçoit la candidate sous la bannière du Parti libéral du Québec, Mylène Gaudreault, qui a une expérience politique et qui, là, cette fois-ci, fait le saut à l'avant-scène. Et d'abord, on vous présente le candidat pour Québec solidaire dans le comté d'Iberville, Philippe Djetton-Vigeant. On poursuit avec la présentation des différents candidats dans le comté d'Iberville. Avec nous aujourd'hui, il représente Québec solidaire. Il s'appelle Philippe Djetton-Vigeant. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci. Qu'est-ce qui vous a porté, premièrement, à vous présenter en politique? Puis une deuxième question, avec Québec solidaire? Oui. Bien, dans le fond, moi, je ne me suis pas intéressé directement dès le début à la politique. Faut dire, moi, depuis que j'ai, je pense, environ, ça remonte à 12 ou 13 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la question environnementale. Puis je trouvais qu'il y avait trop d'inaction de la classe politique, puis qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Puis tu sais, ça, c'est là 10 ans. Puis il n'y a toujours rien qui a été fait. Fait que moi, la première raison pourquoi que je fais le saut en politique, c'est justement pour s'assurer qu'il y a quelque chose qui est fait en ce sens-là, puis que c'est plus les partis traditionnels au pouvoir qui ont la mainmise là-dessus, puis qui décident, puis qui en parlent en campagne électorale, puis qui décident après ça s'ils font vraiment quelque chose ou non. Puis moi, donc, Québec solidaire, c'est ça qui m'a attiré, c'est ces mesures-là qui m'ont attiré vers cette décision-là. Puis des fois, on me demande pourquoi pas le Parti vert dans ce cas-là. Bien, c'est parce que je trouve que Québec solidaire a une logique qui est la même avec les changements climatiques qu'avec tous les autres dossiers sur lesquels on fait campagne. Puis c'est vraiment d'agir sur le long, de penser au long terme puis d'agir dans la durabilité. Donc, la motivation première, c'est l'environnement. La première, oui. La deuxième, la famille avec Québec solidaire, vous vous sentez confortable parce que l'environnement est traité comme vous le souhaitiez, mais en même temps, il y a les autres volets, santé, éducation et bref, tous les autres volets, évidemment, qu'on traite en politique. À quel moment avez-vous pris la décision de vous présenter ou comment on devient candidat de Québec solidaire? Comment on devient candidat? Bien, c'est-à-dire que j'étais un peu sur les lignes de courriel. Ouais. Puis là, bien, on se fait dire, on n'en a toujours pas trouvé. Puis donc, moi, je me suis dit, levez la main. Je me disais que je ne trouverais pas ça trop étranger, que je vous mentirais si je disais que je me suis jamais vu peut-être finir là. Mais on ne le sait pas, là, genre j'ai encore la vie devant moi, on ne sait pas ce que je vais finir. Mais définitivement, la politique, je trouvais que j'étais quelqu'un qui avait un background intéressant pour ça. Bon. Puis, c'est ça, là, je suis entré en contact avec eux autres, puis ils m'ont dit, on aime beaucoup ton profil pour la circonscription, puis en plus, tu résides dedans, fait qu'on te prend. Bon. Quelles sont vos connaissances du comté d'Iberville ou de la région en tant que telle? Oui, moi, j'ai grandi à Iberville, donc ma famille, c'est là qu'on a grandi, dans la banlieue d'Iberville. Puis aussi, ma famille, du côté de mon père, on a beaucoup d'attaches dans la région, un petit peu plus de Missisquoi. Puis ça sort un petit peu de la circonscription Bedford, là, mais c'est relativement similaire. Puis moi, j'ai toujours adoré, quand j'étais jeune, ce genre de région-là, où ça commence à être montagneux, où ça fait le bris avec la plaine de la Montérégie. Puis donc, dans le fond, outre ça, moi, j'ai étudié en agronomie à McGill. Donc, je viens tout juste de compléter mon baccalauréat. Puis c'est, je pense, un sujet qui est... Bien, évidemment, on ne passe pas à côté de ça dans notre circonscription, grande comme elle est, puis avec, je pense, 85 % environ des revenus qui découlent de l'agriculture, bien, des emplois, en fait, qui découlent de l'agriculture. Puis moi, avec ce que j'ai appris à l'école, puis aussi avec mes intérêts, donc autant pour l'environnement que pour le monde agricole, je pense que c'est quelque chose qui peut être apporté... qui peut être bien vu quand on est dans une région agricole comme ça. Puis aussi, en général, plus récemment, je me suis quand même intéressé à ce qui se passe quand il y a des coupures et que, évidemment, le gouvernement va toujours prioriser les centres qui desservent les services qui desservent le plus de gens, donc ceux en ville, puis qui vont tasser un petit peu de côté comme ça les régions. Je trouve que les coupures, on est très fortement... frappé par ça. Puis les statistiques le montrent encore aujourd'hui. C'est une majorité éclatante des jeunes
qui vont s'établir en ville plutôt que dans les régions, donc carrément dans l'agglomération de Montréal. Puis ça, je pense que c'est très mauvais pour l'économie de la région. Puis, tu sais, quand on parle de revitaliser les régions, de revitaliser de l'agriculture, puis d'habiter notre territoire, je pense que c'est un gros danger. Donc, de ce que je comprends, vous n'avez pas encore commencé à pratiquer comme agronome? Vous étiez sur le point de ou... Bien, c'est-à-dire, là, j'occupe un emploi à Napierville, au Centre local de développement, mais pas encore en tant qu'agronome, parce que pour se dire agronome, on doit avoir passé l'examen de l'ordre, puis ça, dans le fond, ils n'en font pas beaucoup par année. Mais OK, là, il y en vous a êtes rendu à cette étape-là, c'est ça? Oui, il y en a un, c'est le 28, c'est juste avant les élections. Juste avant l'élection? Oui. Fait que vous allez avoir un examen à Oui. l'ordre des agronomes? Oui. Puis ça donne, tu sais, un peu mal, un peu bien en Ouais. même temps, mais la veille, j'ai un débat sur l'agriculture. En plus? Bon. Fait Quand que- on est agronome, comment on peut changer les choses? Et on le sait, le comté d'Iberville a une très, très forte prédominance agricole. Donc, un agronome aujourd'hui, en 2018, comment il peut changer les choses? Comment il peut faire évoluer ou influencer le monde de l'agriculture? C'est difficile à dire précisément parce qu'il y a juste tellement de volets dans lesquels on peut s'impliquer. Ouais. L'agronomie, c'est quelque chose qui est large, mais aussi ça nous met dans une position vraiment très intéressante. Dans le fond, le débouché principal d'agronomie, c'est de devenir conseiller pour les producteurs agricoles. Puis ça, c'est très intéressant parce que c'est un service dont le coût est partagé par le producteur qui en tire des bénéfices, donc tu sais, des augmentations de rendement, de la pérennisation de ses activités économiques, des choses comme ça. Mais d'un autre côté, on reçoit aussi une bonne partie de notre financement du gouvernement, donc du ministère de l'Agriculture, pour s'assurer qu'on développe ces entreprises-là dans un cadre qui est respectueux de l'environnement. Donc, dans le fond, c'est comme les deux, ils mettent leur bout, puis nous, en dehors de ça, bien, on montre aux agriculteurs comment ils peuvent rendre leurs pratiques plus durables ou plus bénéfiques à l'échelle du Québec, tout en l'étant à l'échelle de leur ferme. Bon, puisque vous connaissez bien le domaine et vous connaissez le comté, c'est quoi les enjeux que vivent aujourd'hui les agriculteurs? On voit aujourd'hui des fermes qui grossissent. Parfois, malheureusement, les 2e ou 3e générations n'ont plus d'intérêt ou n'ont peut-être pas le financement non plus pour être Ça capable arrive. d'acheter ces fermes qui sont devenues aujourd'hui des usines. Il y a la problématique des quotas, les relations aussi avec les Américains. Bref, c'est quoi les enjeux auxquels sont confrontés aujourd'hui les agriculteurs? Les enjeux sont nombreux. Je discutais avec, dans le fond, dimanche passé, il y avait c'était la journée des portes ouvertes des fermes de l'UPA. Puis je discutais avec un producteur porcin d'Ange Gardien. Puis avec lui, on était d'accord en se disant qu'il y a beaucoup de choses qui découlent d'un manque de soutien de l'agriculture. Parce que, tu sais, oui, surtout les Américains, les premiers vont toujours dire « Ah, on soutient trop notre agriculture parce qu'on la subventionne à travers la gestion de l'offre, puis on met des barrières tarifaires. » Alors que les Américains, eux autres, ben ils sont pas très différents parce qu'ils subventionnent juste différemment, mais aussi ils ont des règles de production qui sont différentes. Donc, ils font rentrer, ils veulent en fait faire rentrer ici du lait qui contient de la somatotropine, qui est une hormone absolument interdite ici, qu'on ne retrouvera jamais dans du lait canadien en général. Puis c'est le même constat pour les légumes, pour, admettons, la traçabilité des viandes. Ce qui vient des États-Unis, ça n'accorde juste jamais la qualité de ce qu'on a au Québec. Et ce qui est triste, c'est qu'eux, parce qu'ils n'ont pas ces normes de qualité-là, ils peuvent produire à un prix qui est beaucoup moindre. Donc, les gens, quand ils achètent au supermarché un aliment dont on ne connaît pas la provenance, souvent, ça vient des États-Unis parce qu'ils sont moins chers et ils font un peu de la concurrence déloyale, si on veut. Outre l'environnement et l'agriculture, vous l'avez dit d'entrée de jeu, Québec solidaire, c'est aussi d'autres volets. Quand vous regardez les enjeux dans le comté d'Iberville, le transport, le prolongement de la 35, l'entretien des routes, l'éducation, les écoles, CLSC du Richelieu, bref, c'est quoi les trucs dont on vous parle ou les enjeux dont vous avez envie de parler dans le comté d'Iberville? Les enjeux, dans le fond, spécifiques à notre comté, je dirais que c'est souvent une question de coupure de services. Donc, tu sais, par exemple, dans les CLSC, souvent, quand on a besoin d'un soin moindrement un peu plus spécifique, bien là, on vous dit allez dans l'autre CLSC,
Puis on joue à une espèce de jeu du chat et la souris, d'envoyer dans un autre, puis d'envoyer dans un autre, alors que si c'était que si on mettait vraiment les ressources, les CLSC pourraient être des pôles de soins beaucoup plus intéressants qu'ils sont présentement, parce qu'il faut le dire, la manière dont ils ont été disséminés dans le territoire, ça en fait des endroits extrêmement stratégiques pour offrir des soins. Dans le fond, les frais d'électricité sont déjà payés, la bâtisse est payée, mais c'est des soins qui sont pas au rendez-vous. Tandis que nous, ce qu'on propose de faire, c'est d'ouvrir les CLSC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d'y mettre des médecins en résidence pour que les gens puissent aller faire traiter des problèmes qui sont un petit peu plus bénins, qui ne nécessiteraient pas normalement d'aller à l'urgence. C'est pour ça que là, de nos jours, on trouve des gens qui font beaucoup de chemin pour aller à l'urgence, qui utilisent une journée entière de leur temps, tout ça juste pour aller, admettons, faire traiter une otite ou des choses aussi simples que ça. Bon. Évidemment, certains vont y voir une ressemblance. Bon, Québec solidaire, Parti québécois, deux partis souverainistes. Certains diront social-démocrate, centre-gauche. Mais pour l'électeur qui, parfois, regarde ça aller, ne se voit pas à la Coalition Avenir Québec, ne se voit pas dans le Parti libéral, ni même dans le Parti conservateur. Mais c'est quoi la réelle différence entre Québec solidaire et le Parti québécois? Je dirais, moi, je déclinerais ça en deux axes principaux. Premièrement, il y a qu'on est un parti qui a plus de facilité à reconnaître la valeur de l'immigration. Donc, est-ce que l'immigration peut nous apporter? Nous, on n'est pas un parti qui se met à dos des minorités ou des gens juste à cause de leur origine. Puis, on n'essaie pas non plus de dire qu'est-ce qu'un Québécois pur laine. Nous, on dit que du moment qu'une personne est intégrée, c'est un Québécois, c'est une Québécoise. Et ce qu'on entend par intégration, dans le fond, c'est pas tout à fait ce qui est entendu par le mot, je pense, présentement, parce que présentement, on a de l'intégration qui est extrêmement défaillante. Et c'est pour ça que les gens ont parfois peur d'ouvrir les portes à plus d'immigration. Mais dans le fond, nous, ce qu'on propose, c'est qu'au lieu d'envoyer qu'au lieu de laisser les immigrants tous s'installer dans des quartiers carrément racisés dans Montréal ou dans des endroits comme ça, bien, on pense qu'il y aurait beaucoup plus de bénéfices, autant pour eux que pour nous, si ça s'en venait un petit peu plus en région, puis s'il y avait plus de mixité. Donc, dans le fond, si les gens pouvaient, s'il y avait moins de barrières à l'échange, puis que ces gens-là pouvaient venir, allaient plus facilement venir s'établir ici. Tu sais, un exemple, par exemple, si vous prenez un immigrant d'origine haïtienne, veut pas, en l'installant à Rimouski, ben il sera pas pareil que si vous l'installiez à Montréal. Ça en fait de lui quelqu'un probablement beaucoup plus intégré. Philippe Jetton-Vigent, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente cette fois la candidate du Parti libéral du Québec dans Iberville, Mylène Gaudreault. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Depuis quelques jours déjà, on vous présente ici même à l'émission des entrevues avec les différents candidats dans les comtés de Chambly, de Saint-Jean et d'Iberville. Aujourd'hui, on vous présente la candidate pour le Parti libéral du Québec dans Iberville, Mylène Gaudreault. Bonsoir et bienvenue. Allô, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bien, ça me fait plaisir à moi d'être ici. Quel a été le point décisif pour décider de dire oui, j'accepte de faire de la politique, je mets mon nom sur le billet, je mets ma face sur les poteaux? C'est quand même un choix
dans la vie, une vie personnelle, familiale et tout ça, quand on fait le choix de dire, OK, là, je décide d'y aller, pourquoi? En fait, moi, au départ, dans une ancienne vie, j'étais enseignante. Et puis, j'ai fait un retour aux études après avoir enseigné ici et là, en études politiques appliquées à l'Université de Sherbrooke. Parce que je sentais que j'avais une passion qui était embryonnaire pour la politique. Et j'avais envie d'approfondir ça. J'ai vraiment découvert que j'étais à la bonne place quand j'ai fait mes études. De là, j'ai fait un stage qui m'a amenée à l'Assemblée nationale. De là, on m'a tout de suite engagée au Parti libéral du Québec. Alors, j'ai commencé comme attachée politique dans un bureau de comté. Ensuite de ça, j'ai travaillé pour le Parti libéral du Canada. Je faisais les investitures, les communications, les tournées de Justin Trudeau, j'organisais des événements. Alors, je me suis vraiment, vraiment retrouvée dans mon élément. J'ai adoré ça. Et puis, de fil en aiguille, je suis retournée au provincial comme attachée de presse. Les gens qui ne connaissent pas ça, attaché de presse va faire les relations médias d'un ministre. Alors, j'ai fait ça. Et puis, moi, dans le fond, c'est juste un cheminement qui est logique pour moi. C'est un cheminement à mon implication en politique, parce que ça fait quand même une décennie que je suis là-dedans. Mon implication, ma passion. Parce que la politique, je suis une politologue, je suis une politicienne, j'adore ça, j'en mange. Mon copain, des fois, me dit, mon Dieu, ça serait le fun qu'on ait une vie ordinaire. Mais non, je m'excuse. Mais c'est vraiment, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire dans la vie. OK. Parce que parfois, on peut dire, j'aime la politique, mais on peut parfois préférer être, disons, à l'extérieur des caméras et laisser les autres y aller en avant. Et pour vous-même avoir vu des gens faire de la politique, Oui. des ministres, des députés, Oui. aller au front, là, aujourd'hui, c'est vous qui êtes assise là. Oui. Il y a quand même un pas entre les deux à franchir. Il y a un pas entre les deux à franchir. Comme je disais, c'est une vocation, la politique, tout comme l'enseignement, tout comme les infirmières, la médecine. Il faut aimer ça, il faut en manger, parce que c'est parfois, on le sait, c'est parfois ingrat, la politique. Mais moi, j'essaie de voir ça d'une façon positive. Moi, j'ai travaillé avec des gens, pour des gens, avec des gens qui ont fait des changements concrets, vraiment concrets, sur les Québécoises et les Québécois, puis j'ai envie de faire la même chose. C'est une profession qui est, en fait, souvent, les politiciens se font un peu malmener. Oui. À tort ou à raison, Oui. peu importe. Oui. C'est pas toujours non plus une profession qui est attractive parce que ça impose des déplacements. Oui. Bref, il y a toutes sortes de contraintes liées absolument. au job de Absolument. 7 jours sur 7, puis bon, etc., on peut comprendre. C'est pas toujours très, très attractif. Donc, est-ce qu'il faut être un peu maso pour dire, oui, moi, j'aime la politique, je veux faire de la politique, c'est ça ma vocation? On travaille fort. On travaille fort et j'ai vraiment le sentiment que les gens qui sont là, peu importe les partis, ils sont là pour les bonnes raisons. Tu sais, ils veulent vraiment faire un changement. Puis moi, maintenant, je suis maman, je suis belle maman. J'ai 3 belles raisons de vouloir m'impliquer davantage puis de faire des changements. Des fois, là, moi, tu sais, quand tu dis « je suis née pour faire ça dans la vie », moi, des fois, là, je suis dans la douche ou je me lève le matin puis je pense, je dis « qu'est-ce que je pourrais faire ?» Tu sais, mettons les personnes aînées, puis mais qu'est-ce qu'on... Là, tu sais, j'essaie de penser à des solutions qu'on pourrait trouver pour notre société ou que même pour juste les citoyens ici de mon côté. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que ça m'importe? J'aime ça, j'en mange. C'est difficile, c'est des longues heures. La conciliation travail-famille n'est pas toujours facile, pas toujours évidente. Heureusement, j'ai un conjoint qui me soutient. On a une famille extraordinaire, puis comme on dit de toute façon en anglais, « it takes a village » pour élever des enfants puis une famille de nos jours. Donc, je suis vraiment contente, puis je sais dans la position dans laquelle les parents d'aujourd'hui sont. Je le sais, je l'ai fait l'aller-retour à Montréal. J'ai été prise dans le trafic. Je sais c'est quoi aller porter les enfants en garderie. Je sais c'est quoi le télétravail. Je sais c'est quoi... tu sais, je sais c'est quoi leur vie puis leurs défis au quotidien. Puis moi, je veux pouvoir les aider. Pourquoi avoir fait le choix de se présenter sous la bannière du Parti libéral du Québec? On comprend, parce que vous l'avez dit tantôt, vous étiez au fédéral, au provincial, bref, c'est un peu votre famille politique. Pourquoi avoir fait le choix de cette famille-là? Et on le sait, le gouvernement est en place depuis quand même fort, fort longtemps, mis à part un petit 1 an et demi où le PQ a été minoritaire. Mais disons, et on le sait, il y a un parti qui est au pouvoir et forcément la cible des attaques, du bilan et tout ça. Pourquoi faire le choix de cette famille politique qui est le Parti libéral du Québec? Tout simplement parce que les valeurs du parti me rejoignent. Alors, la famille,
aider les aînés, les travailleurs, l'immigration. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. On le sait, c'est la plus grande pénurie au Canada. Hein? Il y a 100 000 postes à pourvoir au Québec. C'est énorme. Et puis, donc, ça nous amène à vouloir encadrer l'immigration, aider les employeurs à recruter aussi des gens, mais on a besoin de ça. Alors, les partis qui disent que c'est pas important ou qu'il faut arrêter ça, bien moi, ça colle pas avec mes valeurs à moi. Moi, la famille, les aînés, l'immigration, c'est important pour le Québec si on veut continuer à faire avancer notre économie. Bon. Quelles sont vos connaissances du comté d'Iberville et des enjeux du comté d'Iberville? Alors, moi, je crois à la franchise et à l'honnêteté. Ça fait pas très longtemps que j'habite le coin ici. Par contre, je peux vous dire que je me suis mis à la tâche rapidement. J'ai sillonné mon beau et grand comté, qui est très grand. Hein? Alors, oui, ça met très grand. Il y a beaucoup de municipalités, beaucoup de routes, oui, ça met beaucoup de terres agricoles. Oui, ça met du kilométrage sur ma voiture. Mais j'ai été à la rencontre des producteurs agricoles. J'ai notamment fait la tournée des portes ouvertes de l'UPA. Oui. Et j'avais pris le soin d'appeler les agriculteurs pour leur dire « Je vais venir faire un tour, j'aimerais ça vous rencontrer, je veux entendre ce que vous avez à me dire. » Et puis, donc, j'ai parlé aux agriculteurs, j'ai des rencontres avec les maires cette semaine. Je vais dans les organismes communautaires. Je leur demande qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Je leur demande qu'est-ce que je pourrais faire pour faciliter la vie des bénévoles, faciliter la vie des organismes. Je me renseigne beaucoup. Je parle aux gens dans la rue, tout simplement. Donc, on me dit leurs enjeux. Je sais que, bon, les entrepreneurs, les industries vont me dire qu'il manque de main-d'œuvre. Ouais. Les agriculteurs, bien sûr, vont me parler de la gestion de l'offre et également de la main-d'œuvre. Puis, on me parle d'Internet. Ah oui, beaucoup? Oui. Ouais. Internet en région... la vitesse est inégale. Hein? C'est ça, nous, exactement. Ici, nous, les urbains, on pense que tout le monde a la haute vitesse, mais... C'est pas le cas. C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Et d'ailleurs, on s'est engagé d'ici 1 an et demi là, à ce que tout le monde ait la haute vitesse partout. Puis ça, c'est d'autant plus important parce que, comme je disais, surtout dans le comté d'Iberville, il y a de plus en plus de familles qui viennent s'établir ici parce que les maisons sont un petit peu moins chères. Hein? Ouais. Plus on s'éloigne de la Rive-Sud, moins elles sont chères, mais ils travaillent quand même en milieu urbain. Donc, ce qui fait en sorte que des fois, bien, le télétravail existe. Mais là, je sais que c'est difficile parce que là, les enfants sont sur l'iPad, il y en a un qui écoute Netflix, puis là, bien, papa ou maman essaie de travailler sur l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. Hey, on est en 2018. Ça, il faut régler ça. Bon. Parmi les enjeux qui reviennent souvent dans le comté d'Iberville, évidemment, c'est le prolongement de l'autoroute 35, qui a été promis depuis belle lurette, entre autres même par le Parti libéral du Québec. Est-ce qu'on peut, je sais que le Philippe Couillard en a déjà parlé, mais est-ce qu'on peut vraiment s'assurer que si le Parti libéral du Québec est reporté au pouvoir, que la 35 sera finalement complétée et prolongée? Absolument. Il n'y a aucun doute que le prolongement de la 35 est en cours. Donc là, ce qui arrive, c'est un projet qui est toujours vivant. On n'a jamais abandonné ce projet-là. Donc, il y a 4 phases, en fait. Il y a la phase 1, 2, 3, 4. Là. La phase 1 et 2 est terminée. Il nous reste la phase 3 et 4. C'est comme, dans le fond, bâtir une maison. Alors, au début, on se fait un budget. Ensuite de ça, on fait les plans de notre maison. On amène ça à un contracteur. T'sais, alors, il y a des étapes à suivre. On suit la planification, mais ce projet-là est toujours vivant. Bon. Autre enjeu qui revient souvent, c'est l'accès au CLSC du Richelieu. On le sait pour les gens qui habitent, oui, un peu Chambly-Carignan, mais même pour les gens qui habitent à Marieville, Saint-Césaire et ces secteurs-là du comté d'Iberville, où on leur demande maintenant d'aller directement à la clinique Midi-Soleil à Saint-Jean plutôt que d'avoir accès à leur CLSC, évidemment, dans le secteur Richelieu. Est-ce que le Parti libéral est enclin à revoir ou à réviser cette décision-là à l'égard des services de première ligne au CLSC Richelieu? Écoutez, il y a toujours place à amélioration. On a fait beaucoup, mais il y a encore de la place à amélioration. Si les gens sont insatisfaits, justement, je rencontre des maires, je vous disais, cette semaine. Ils vont sûrement vous en parler. Bien, c'est ça. Alors, s'il y a de l'insatisfaction, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, moi, j'en prends bonne note de ça. Puis, je m'engage à travailler d'arrache-pied pour qu'on trouve des solutions aux problèmes. Bon. Mis à part, évidemment, on parle beaucoup de santé, d'éducation, de transport, l'agriculture.
Quels sont les autres enjeux auxquels le Parti libéral veut s'attaquer dans le prochain mandat? On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, d'immigration, mais il y a d'autres enjeux également auxquels on doit s'attaquer. Mais en fait, je vous dirais, ayant fait le tour un peu du comté aussi, je rencontre bien sûr les personnes aînées. Oui. Et ils me disent, on se sent oublié. Et je suis extrêmement fière des mesures qu'on a sorties pour les aider, que ce soit l'aide au logement, que ce soit la gratuité des soins dentaires pour les personnes à revenus réduits, que ce soit l'aide à domicile aussi. On va bonifier les soins à domicile, de 200 millions. Que ce soit de pouvoir reporter la rente du Québec pour les travailleurs d'expérience afin qu'ils ne soient pas imposés doublement. Alors, on a vraiment mis en place des mesures concrètes qui vont pouvoir aider les aînés. Juste le fait, je pense qu'il y a beaucoup d'aînés qui souffrent d'isolement. On a mis en place un tel aîné, où est-ce c'est une ligne téléphonique qu'ils vont pouvoir appeler, puis ils vont pouvoir parler. S'ils ont des problèmes, si ils ne se sentent pas bien, s'ils ont besoin de se confier. Alors, cette ligne téléphonique-là va être mise en place pour les aider. Donc, c'est toutes des mesures qui sont extrêmement concrètes. Bon. Dernière question. Bon, parfois, les gens connaissent la différence, évidemment, entre le Parti libéral et le Parti québécois. Certains, par contre, vont dire, oui, la coalition, la CAQ, Parti libéral, il y a des affaires qui se ressemblent. L'électeur qui est indécis entre la CAQ et le Parti libéral, elle est où la différence? Est-ce que les gens... Comment je pourrais vous dire ça? Les gens n'ont pas besoin de quelqu'un... Moi, je vais parler plus pour le comté d'Iberville. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui vont élire et qui vont revoir 4 ans plus tard sur des pancartes électorales. Les gens ils ont besoin de quelqu'un qui sont là pour eux, qui va se lever le matin, qui va se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour les aider, puis qui va aller à leur rencontre. Comme je vous dis, moi, je suis une maman, je suis une belle maman. Je suis très consciente des défis qui sont à relever dans le comté. Puis, je crois que mon énergie, ma passion, va vraiment faire la différence pour les gens d'Iberville. Mylène Gaudreault, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne chance. Merci. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Transparence de Hélène Lessard, c'est une nouvelle exposition qui est en vigueur si vous allez vous balader dans le secteur du Collège militaire royal, dans la salle Le Grand Fort. Donc, c'est en vigueur jusqu'au 7 novembre prochain. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est 4 000 $ en prix via le Télébingo. Et puis, entre-temps, bien sûr, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com. À demain. Bye-bye.